Remerciements à tous les gens qui sont connectés en ligne et qui sont à Quisqueya. Tout d'abord, je tiens à remercier l'équipe organisatrice de EAE et les panélistes qui, bénévolement, ont su donner leur temps pour permettre la réalisation de cet événement. On va commencer rapidement avec une brève présentation de Julien. Julien est étudiant maintenant à la maîtrise au département de génie électrique de Polytechnique de Montréal. Il a un baccalauréat en ingénierie électrique en 2024 encore à Polytechnique de Montréal et ses domaines de recherche portent sur l'optimisation convexe, le contrôle et l'apprentissage machine fiable pour des applications en énergie comme le réseau électrique intelligent et la centrale virtuelle. Donc, Julien, je te passe la parole et je tiens à préciser pour les gens qui veulent poser des questions, tout au long de la présentation de Julien, vous allez pouvoir poser votre question et il va les prendre. Donc, merci beaucoup, premièrement, de me recevoir à cette école. C'est vraiment une organisation qui est phénoménale. Donc, félicitations à vous. Donc, moi qui suis, je suis Julien Pallage, étudiant en maîtrise. J'ai beaucoup d'expérience avec Python et l'optimisation avec Python. Donc, j'ai concocté une petite formation qui est assez simple, mais qui va vous permettre d'éveiller votre curiosité. Et si jamais vous voulez approfondir plus, j'ai des ressources supplémentaires pour vous, si jamais vous voulez approfondir ce qui est présenté dans la présentation. Donc, c'est ça, les objectifs de cette présentation, c'est de présenter des outils euh, comme CVXPy, qui est la librairie Python qui permet de faire de l'optimisation avec Python. Puis on va identifier les ressources supplémentaires, puis démontrer expérimentalement qu'est-ce qu'on peut faire avec ces outils-là pour des systèmes énergétiques, comme le réseau électrique. Donc, voilà. S'il vous plaît, interrompez-moi si vous avez des questions. Ça va me faire vraiment plaisir de répondre à tout ce que je suis capable de répondre. Donc, tout d'abord, est-ce que dans la salle et en ligne, qui a déjà programmé en Python, juste pour savoir comment est-ce que je vais adapter ma présentation ou pas? Docteur Calixte, est-ce que dans la salle, il y a des étudiants qui ont de l'expérience avec Python? On va peut-être lever la main les gens dans la salle juste pour avoir un... OK. Ben, écoutez, on va faire la présentation d'une façon qui est très pédagogique. Donc, pour les gens qui n'ont jamais programmé en Python, c'est pas un problème. Euh, Python, c'est un langage de programmation qui est assez haut niveau par rapport à d'autres langages de programmation comme C++, etc. C'est très modulaire et minimaliste. Donc, ça permet de faire du développement assez facilement par rapport à d'autres langages. Puis, c'est ce qu'on utilise beaucoup en sciences des données et dans tout ce qui a attrait à l'apprentissage machine, à l'optimisation, etc. Ce qui est super, c'est que c'est un langage qui est libre de droit. Donc, par rapport, par exemple, à peut-être MATLAB que vous connaissez, Python est open source, donc il n'y a pas besoin de licence, etc. Donc, c'est pour ça qu'on privilégie Python dans l'industrie. Et il y a beaucoup d'intérêt justement en recherche et en industrie. Dans Python, on utilise des librairies. Dans le fond, des librairies, c'est des modules qui sont développés par des gens partout dans le monde pour contribuer à des outils de Python. Donc, dans ce, dans cet atelier, on va utiliser NumPy, CVXPy, Panda et Torch, qui sont des librairies finalement libres de droit euh, exceptionnelles. On va aussi utiliser ce qu'on appelle des Jupyter Notebooks. Euh, L'idée d'un Jupyter Notebook, c'est un fichier qui permet d'intégrer à la fois des équations, du code, du texte, des images. Donc, c'est super pour ce genre d'atelier-là, où on va pouvoir à la fois rouler du code, avoir des explications, créer des images, etc. Puis, tout ce qu'on fait, c'est héberger sur ce qu'on appelle Google Colab, qui est un environnement gratuit si vous avez un compte Google. Et donc, c'est super pour ce genre d'atelier-là. Et je vous encourage justement à l'utiliser par après dans votre vie de tous les jours. C'est un outil qui est super. Dans cette présentation-là, vous avez des liens utiles pour apprendre Python. Et je vais vous partager la présentation d'ailleurs. Et vous avez des liens pour la documentation des librairies qu'on va utiliser. Puis je vais commencer avec une introduction à CVExpert. Mais avant ça, je vais vous envoyer tous le lien de mon folder. Comme ça, vous allez pouvoir accéder à tout ce que je vous montre. Hop. Chat.
Excusez-moi, j'ai de la misère avec l'interface du Zoom. Je n'arrive pas à voir le chat. Ah, voilà. Ok, donc, à tout le monde qui est dans la salle sur Zoom, je vous envoie un lien vers un Google Drive dans lequel il y a le PDF que je viens de vous montrer. Il y a les données qu'on va utiliser pour l'atelier et il y a le fichier Notebook, justement, dont je vous ai parlé précédemment. Puis je vais résumer ma présentation. OK. Donc, on va utiliser CiviExpert. CiviExpert, c'est une librairie, évidemment, de Python qui a été développée par des chercheurs de Stanford pour l'implémentation de problèmes d'optimisation convexe en Python. L'optimisation convexe, c'est un type spécial d'optimisation. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais c'est super intéressant. Et probablement qu'Antoine vous en a parlé précédemment aujourd'hui. Donc, ce qui est super avec cette librairie-là, c'est que ça permet de définir vraiment de façon intuitive autant les contraintes d'un problème d'optimisation que l'objectif qu'on cherche à optimiser. Et en plus, c'est super simple après d'utiliser des solveurs euh, spécifiques pour le problème qu'on résout. Donc, il y a une intégration qui est vraiment intuitive de A à Z. Dans Python, on importe comme ça la librairie avec import CiviExpert ACP. Ici, vous avez une slide bonus que je n'irai pas dans les détails, mais CiviExpert utilise ce qu'on appelle le Disciplined Convex Programming, qui est finalement un système de règles qui permet de déterminer si un problème d'optimisation est convexe ou non. Donc, je vous laisse ceci comme pour consultation ultérieure. Et ici, c'est aussi une liste des solveurs qu'on peut utiliser avec CiviExpert. Ici, encore d'autres liens sur si jamais vous voulez vous former à CiviExpert dans vos temps libres, voici des ressources vraiment intéressantes à consulter. Vous pouvez cliquer sur le lien dans le PDF que je vous ai envoyé. OK. Avant de commencer, est-ce que vous avez déjà des questions sur un peu sur ce que je viens de parler? Dans, pour les gens en ligne, il n'y a pas de questions. Je ne sais pas s'il y a des OK. questions dans la Bon. salle. Ben, sinon, on peut commencer et je vais vous faire un petit tutoriel sur les outils. Ma présentation ne fait pas 2 heures, donc vraiment, je vous invite à participer. Ça va être plus intéressant pour tout le monde. OK. OK. Donc, euh, Donc aujourd'hui, le tutoriel comporte vraiment 2 exemples. Il y a un premier exemple qui est un exemple d'apprentissage machine très simple qu'on va faire ensemble de A à Z. Puis ensuite, il y a un exercice d'optimisation de réseau électrique. Et pour cet exercice-là, j'aimerais qu'on le fasse de façon participative. Donc, je vous invite vraiment à participer. Euh, Petite mise en contexte sur le premier problème. C'est un problème de contrôle. Donc, on étudie un système avec 3 variables d'état et une variable de commande. Ce problème-là, sa sortie, qui est déterminée par Y, euh, elle est donnée par cette équation-là qui est linéaire. Donc, on a une matrice C qui multiplie un vecteur d'état X. Ensuite, on a un vecteur D qui multiplie un vecteur de contrôle U. Ce contrôle-là, il est binaire. Donc, ça veut dire que le contrôle qu'on fait est soit 0, soit 1. Nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on a des mesures expérimentales, à la fois des sorties historiques, donc on a des Y historiques, et on a des X et des U historiques. Et ce qu'on cherche à faire, c'est d'apprendre des matrices C et D qui permettent de représenter ce système-là. Le problème d'optimisation, il est comme ça. Donc, c'est ce qu'on appelle une régression linéaire. Ici, c'est la valeur absolue qu'on utilise dans l'objectif. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est qu'on a 10 mesures expérimentales qui sont dénotées par l'indice petit n, et on a certaines contraintes. Donc, on a une connaissance du problème qui fait en sorte qu'on peut poser des contraintes ici hypothétiques que
la matrice C, elle est symétrique et que la matrice, ou le vecteur D plutôt, a des éléments qui sont supérieurs ou égaux à 0. Euh, Ici, c'est vraiment un problème qui est hypothétique, mais c'est juste pour vous montrer un peu comment est-ce qu'en CVXPy, on traduit un problème comme ça d'apprentissage machine. Euh, et voilà. Donc, ce qu'on voit, c'est que dans l'objectif, on a la relation Cx plus DU et on cherche à minimiser l'écart finalement avec les variables historiques qui sont yn. Euh, voilà. Donc, là, on va passer à voir comment est-ce que nous, avec ce problème-là d'optimisation qui est relativement simple, mais qui a quand même des contraintes assez intéressantes comme la symétrie ou la non-négativité, comment est-ce qu'avec l'outil de CVXPy, on va être capable de représenter ce même problème-là dans le langage de préhension? Comment est-ce qu'on va être capable de l'optimiser ensuite pour obtenir les variables, justement, C et D qui nous permettraient, par exemple, après, dans une autre application, de faire du contrôle du système. Si on est capable d'apprendre ces variables-là, on va pouvoir après utiliser nous-mêmes le contrôle qu'on cherche à avoir pour maintenir le système dans la sortie du système dans un écart qui pourrait nous intéresser. Peut-être une parenthèse, euh, ce problème-ci, on pourrait l'utiliser par exemple avec un thermostat de maison où la sortie qu'on cherche à contrôler, c'est la consommation du thermostat. Par exemple, ça pourrait être de la climatisation ou pour du chauffage. Donc, ce problème-ci, il est similaire à ça. On essaie d'apprendre la variable, la matrice C, la matrice D, pour représenter la consommation du thermostat selon le contrôle qu'on lui donne. Ça peut être un exemple. Donc, dans l'industrie, on pourrait déployer des matrices C et D comme ça qu'on aurait apprises avec un problème d'optimisation pour faire le contrôle d'un thermostat ou faire le contrôle d'un équipement dans le réseau électrique. Donc, c'est vraiment ici un problème qui est hypothétique, mais qui a vraiment des implications concrètes dans l'industrie. Donc, la première chose qu'on doit faire pour ce genre de problème-là, c'est tout d'abord obtenir les mesures expérimentales historiques. On va repasser sur ce que je montre ici dans le fichier Jupyter, mais je vais quand même prendre le temps d'expliquer ce qu'on voit. Donc, ici, moi, je vous ai créé des mesures expérimentales. La première chose à faire, c'est d'aller les chercher. La deuxième chose à faire, c'est de déclarer c'est quoi les variables d'optimisation de notre problème. Donc, comme je vous ai dit, on a la variable C qui est une matrice 3 par 3 et on a la variable D qui est un vecteur de dimension 3 par 1. Donc, ça, c'est la formulation qu'on utilise en StylExpert. On va dire CP pour faire appel à StylExpert, CP pour une variable, entre parenthèses, les dimensions de notre problème et de notre variable. Dans StylExpert, toutes les contraintes du problème sont mises dans une liste. Donc, en Python, une liste qui est vide, elle est dénotée par les deux crochets comme ça. Puis, StylExpert nous permet d'ajouter itérativement dans notre liste toutes les contraintes qu'on veut traiter dans notre problème. Donc, quand je dis que c'est vraiment intuitif, ben, vous avez la preuve ici. C'est super simple. On suit notre intuition pour ajouter les contraintes. Donc, je vous avais dit que dans le problème d'optimisation, on a que la variable D doit être absolument non négative, ben, plus grande ou égale à 0, et que la matrice C, elle doit être symétrique. Donc, la façon intuitive de poser ces contraintes-là dans le problème, ça va être de faire une boucle. Donc, on va itérer sur chaque élément du vecteur D et sur chaque élément IJ de la matrice C. Puis, on va simplement dire, pour la matrice D, que chaque élément I est plus grand ou égal à 0. Et pour la matrice C, on va dire que l'élément IJ doit être égal à l'élément JI, ce qui est finalement la contrainte de symétrie dont je vous ai parlé. Euh, Déjà, est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là avant que je passe à l'objectif? OK, donc je vais continuer. Pour l'objectif, similairement, c'est encore une fois très intuitif. On va définir un objectif qu'on initialise à 0, puis on va ajouter à cet objectif-là tous les éléments qu'on cherche à optimiser. Donc, si vous vous rappelez de la fonction objectif du problème, c'est la somme de la valeur absolue de cette relation-ci pour chaque mesure expérimentale
n qui va de 1 à 10. Donc, la façon de le dire dans CVExpert, ici, on va utiliser des fonctions qui sont déjà préconçues dans le langage. Donc, on va faire cp.abs pour dire valeur absolue de ceci, où le A commercial permet de faire la multiplication matricielle entre la matrice et le vecteur. Puis, on va faire la somme de tous les éléments de l'ensemble qui est en valeur absolue. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est intuitif. Euh, mais c'est sûr que j'ai comme une certaine expérience avec ça, donc pour moi, c'est évident. Mais toute la documentation de CVExpert vous permet de savoir quelles sont les fonctions atomiques, c'est comme ça qu'ils appellent les fonctions atomiques de la librairie. Donc, on peut aller consulter la librairie pour avoir l'information sur toutes les fonctions comme ça qui existent. Pour la résolution, encore une fois, c'est une formulation qui est assez simple. On vient créer ce qu'on appelle un objet problème. Puis dans l'objet problème, on vient définir c'est quoi notre objectif. Donc, on cherche à minimiser l'expression OBJ qui a été présentée juste en haut, et selon les contraintes, la liste de contraintes qu'on a définies initialement. Une fois que le problème est créé, on vient le résoudre. Donc, il y a cette formulation-ci où on dit prob.solve. Et là-dedans, on peut spécifier plein de trucs, comme par exemple le solver qu'on cherche à utiliser. Moi, je vous propose d'utiliser Clarabelle, qui est un outil libre de droit super intéressant, mais aussi on peut lui dire d'autres informations, on peut passer des paramètres spécifiques à la résolution ou au solver, mais on ne rentrera pas dans les détails, mais si ça vous intéresse, tout est disponible en ligne. Verbose, ici, c'est un paramètre qui permet d'avoir l'information sur qu'est-ce que le solver fait. Donc, si ça donne des informations supplémentaires sur le processus que le solver utilise pour résoudre le problème d'optimisation que nous-mêmes avons posé. Par exemple, si le problème n'est pas convexe, le solver va pouvoir nous le dire, puis on va avoir plus de détails dans le verbose. Ça, c'est des références. Je vais arrêter ma présentation et je vais partager mon autre écran pour qu'on aille sur le fichier Notebook Jupyter. Donc, tout le monde, vous avez accès au lien Google Drive que j'ai envoyé dans le chat Zoom. C'est de là que je vais tirer justement le fichier Jupyter. Donc, vous voyez ici, je suis dans le dossier que je vous ai partagé. Et pour ouvrir la ressource, vous avez simplement à double-cliquer sur le fichier qui s'appelle Atelier EAE Optimisation Réseau. Puis ici, ça devrait vous ouvrir directement le fichier Jupyter dans l'environnement Google Colab que j'ai mentionné tantôt. OK? Ici, vous avez ce que j'ai appelé Dict Historical Measures.pickle, qui sont les mesures historiques que j'ai conçues pour le premier problème d'optimisation. Et vous avez un fichier qui s'appelle loadconsumption.csv qui va vous permettre justement d'avoir les données pour le deuxième problème d'optimisation sur le réseau électrique. Donc, si jamais vous voulez suivre avec moi et faire les mêmes choses que moi, vous pouvez tout télécharger ça dans votre environnement local et dans l'environnement Colab, vous pourrez simplement, j'ai prévu une façon de les intégrer facilement au fichier. OK, donc on revient un peu à l'introduction à Jupyter Notebook. Qu'est-ce que c'est? C'est vraiment une page web qui permet d'héberger du code, des équations, du texte, etc., des images. Donc, par exemple, ici, dans mon introduction que je fais, vous voyez, j'ai mis une équation de la transformée de Fourier que j'ai écrite en LaTeX. Mais c'est super pratique. Donc, pour partager du code ou des explications mathématiques, c'est un outil qui est vraiment agréable à utiliser. C'est un environnement Linux, finalement, qui est hébergé. Donc, quand vous commencez à l'utiliser, vous allez devoir vous connecter à une ressource de calcul. Et ça, c'est gratuit quand vous avez un compte Google. Par exemple, ici, je fais rouler du code, donc un petit Hello World pour commencer, c'est toujours la bonne chose à faire. Et pour toutes les librairies qu'on veut installer nous-mêmes qui ne sont pas déjà dans Colab, on peut utiliser le protocole PIP qui permet justement de télécharger les librairies Python assez facilement. Donc, par exemple, ici, je vais télécharger la librairie CVExpert que je vous ai présentée tout à l'heure. Ici, j'ai mis d'autres ressources sur qu'est-ce que c'est CVExpert, qu'est-ce qu'on peut faire avec, etc. Et je vous ai aussi mis des exemples concrets de problèmes qu'on peut résoudre avec
cet outil-là. Puis c'est vraiment la limite de ce qu'on peut faire, c'est notre imagination. Donc, par exemple, si je fais de la publicité sur un projet sur lequel j'ai participé, euh, moi, j'ai utilisé cet outil-là pour entraîner des réseaux de neurones avec des propriétés intéressantes de robustesse, par exemple. Euh, je ne rentrerai pas dans le détail, mais euh, tout le code que j'ai fait en CVExpert est disponible en ligne et ça peut valoir la peine d'aller regarder si ça vous intéresse. Euh, Sinon, j'ai trouvé un exemple en ligne où on fait de la détection de fautes dans des signaux de capteurs avec CVExpert, donc vous avez aussi la ressource. Et c'est souvent utilisé pour faire de l'optimisation de portfolio en finance. Donc, voilà, une autre ressource, un autre exemple que vous pourriez consulter si ça vous intéresse. Donc, on revient à notre problème d'introduction sur d'apprentissage machine. Ici, je commence par importer les librairies qu'on va utiliser. Donc, on importe NumPy, on importe CVExpert, puis je lui donne un diminutif pour permettre d'y faire référence plus facilement. Donc, NumPy NP, CVExpert CP, Pandas avec le TD ici. Puis, Matplotlib, c'est une librairie qui permet de tracer des graphiques. Donc, encore une fois, même chose qu'on importe. Et Julien, je ne sais pas si vous pourrez augmenter la taille Ah des oui, caractères. Ça oui, bien permettra sûr. à tout le monde de voir ce que vous faites. Merci. C'est mieux comme ça? Oui, merci, encore mieux. OK, super. Excusez-moi, je n'avais pas réalisé. OK, super. Donc, on revient à notre problème d'introduction. On a notre système qui est donné par y égale à cx plus du. On a notre problème d'optimisation qui est le suivant. Euh, et je vous ai déjà montré le code. Donc, la première chose à faire, c'est d'importer euh, les mesures historiques que je vous ai données dans ce fichier-ci qui s'appelle dicthistoricalmeasures.pickle. Vous avez juste à rouler cette case de code et choisir le fichier dans votre environnement. Moi, je l'ai déjà importé, mais si vous voulez suivre, c'est juste ça que vous avez à faire. Une fois que le fichier est importé, je viens vérifier que j'ai bien mes mesures expérimentales. Donc, j'ai ici, j'ai utilisé ce qu'on appelle un fichier pickle. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est un protocole qui permet de justement prendre des données Python ou des objets de Python, des variables Python, et de les mettre dans un format compressable de sorte à ce que une fois qu'il est compressé et qu'on le décompresse, on retrouve les mêmes variables, les mêmes objets qu'on avait à l'origine. Donc, c'est super pratique. J'ai utilisé ça pour justement stocker et voilà, extraire les, 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 les- les données du problème. Donc, je suis allé chercher un historique d'état, un historique de contrôle et un historique de sortie du système. Puis on peut ensuite les afficher. Donc, vous voyez, c'est plein de chiffres qui veulent pas dire grand-chose pour nous, mais peut-être pour l'algorithme, vont, peut-être que l'algorithme va être capable de voir les motifs que j'ai cachés dans ces données-là. Ensuite, on peut aller rouler, initialiser nos variables d'optimisation. Et comme je vous ai montré tout à l'heure, ici, on peut aller résoudre le problème. J'ai choisi le solveur Clarabelle qui est libre de droit. J'ai utilisé ici Verbose pour avoir des informations sur le solveur. Et ce que vous voyez dans la sortie, justement, c'est les informations que le solveur nous donne sur ce qui est résolu. Donc, on voit que le problème a 42 variables, qu'il y a 72 constraintes. On a de l'information sur le type de contrainte. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais ce qui est super intéressant, c'est que vous pouvez même voir les itérations dans la résolution du problème. Donc, le problème est résolu itérativement par le solveur et vous pouvez même avoir de l'information à chaque étape de la résolution. Finalement, on a la valeur optimale du problème qui est très, très basse. Donc, ici, on a une erreur de 1 à la moins 10, 1 fois 10 à la moins 10, ce qui est très, très petit. Ça veut dire que notre problème d'optimisation a bien fonctionné, notre problème d'apprentissage. Et on peut même afficher ensuite les variables du problème. Et comme je vous l'avais montré tantôt, on avait une contrainte que la matrice C soit symétrique. Et on avait une contrainte D qui disait que tous les éléments devaient être non négatifs. Et c'est ça qu'on retrouve finalement en sortie.
Ça veut dire que notre problème d'optimisation a bien fonctionné, que nos contraintes ont été bien implémentées et que les données qu'on a utilisées étaient bonnes. Ici, étant donné que l'erreur est vraiment petite au niveau du problème, la relation, elle est bonne. Est-ce qu'il y a des questions sur ce que je viens de présenter depuis le début de la séance? Ce serait un bon moment pour les prendre avant de poursuivre. Docteur Calix, est-ce qu'il y a des questions dans la salle à Kiskia? Non, il n'a pas de question. Merci. OK. Donc, on est rendu au problème d'écoulement de puissance linéarisée. Je crois qu'Antoine vous l'a présenté ce matin, mais je vais quand même prendre le temps de repasser dessus. Donc, vous avez tout le contexte ici. Mettons en pratique une notion d'optimisation pour modéliser un problème d'écoulement de puissance linéarisé optimal. Puis, on va implémenter des contraintes opérationnelles et physiques du réseau électrique. Donc, en fait, on va résoudre ce qu'on appelle l'écoulement de puissance optimale linéarisé multipériode, parce qu'on va simuler finalement un réseau électrique pendant une journée complète, ou pendant 3 jours même, et on va essayer d'aller chercher la génération de puissance qui permet de minimiser les coûts d'opération du réseau électrique. Évidemment, le PO linéarisé, c'est une simplification du problème réel, car on ne considère pas la puissance réactive dans le réseau, ni les pertes de puissance active. Mais pour tous ceux qui ont travaillé en industrie ou qui ont déjà simulé des réseaux électriques, c'est ultra utile comme outil parce que ça permet de facilement représenter la physique réelle du problème, mais c'est aussi très, très léger à résoudre. Donc, pour des réseaux qui sont gigantesques, c'est souvent l'outil qu'on va réellement dans l'industrie prioriser pour la résolution, pour avoir l'opération optimale du réseau. Donc ici, si vous voulez suivre avec moi sur votre ordinateur, vous pouvez rouler cette case de code ici et et vous pouvez importer le fichier loadconsumption.csv que j'ai mis dans ici, dans le dossier Drive. OK. Donc, comme tout à l'heure, la première chose pour affronter ce problème-là, c'est de générer les données du problème. Donc, étant donné qu'ici, on va travailler avec un problème de réseau électrique, il faut qu'on aille chercher la topologie du réseau, comment est-ce que les lignes sont connectées l'une entre elles. Il faut aller chercher l'impédance dans les lignes, donc la résistance des lignes, la réactance, etc. Ici, j'ai tout mis le code pour que ce soit fait automatiquement, mais par exemple, si vous vouliez travailler sur un nouveau réseau, un vrai réseau réel, vous devriez faire ce travail-là vous-même. Donc, on importe des données de ligne pour commencer. Ensuite, on importe des données de nœuds, où on a les données des générateurs ensuite. On a les données des coûts de génération. On vient chercher c'est quoi le nombre de lignes dans le réseau. Et ici, on vient chercher les données de consommation historiques, non pas historiques, les données de consommation réelles pour optimiser en temps réel la consommation, la génération du réseau électrique. Donc, si on affiche à quoi ça ressemble, ici, vous pouvez voir que j'ai mon premier, ce qu'on appelle un data frame en Python. J'ai mon premier data frame qui permet d'avoir les données sur les lignes. Donc, ici, on voit c'est quoi la topologie de chaque ligne. On voit que la première ligne va du bus 1, du nœud 1 au nœud 2. La deuxième ligne va du nœud 1 au nœud 4. On voit que la troisième ligne va du nœud 1 au nœud 5, etc. Vous voyez la résistance dans le réseau en per unit et la réactance. Vous voyez aussi c'est quoi la limite de puissance qui peut transiter dans une ligne. Et cette fois-ci, c'est en mégaVAR. Dans le deuxième data frame, ce que vous voyez, ce sont les données des générateurs. Donc, on voit qu'on a 6 nœuds dans ce réseau-là, mais il y a seulement 3 nœuds des 6 qui génèrent de la puissance. On voit ici que c'est quoi le maximum de génération par nœud au niveau réactif, le minimum au niveau réactif, le maximum au niveau actif et le minimum au niveau actif. Évidemment, nous, on va travailler avec un problème linéarisé, donc on ne considère pas la partie réactive, mais ce sont des données d'un vrai réseau de test, donc vous pourriez
refaire le problème pour le considérer si vous voulez vous amuser dans vos temps libres. Ensuite, on a les données des nœuds. On peut voir c'est quoi le voltage minimum et le voltage maximal. Mais encore une fois, dans le problème linéarisé, on considère que le voltage est toujours de 1. Donc, ce n'est pas des données qu'on va utiliser réellement dans ce problème-ci, mais vous pourriez les utiliser dans un problème de modélisation qui est plus complexe. Finalement, vous avez les données de coût de génération. Le coût, il est modélisé comme une fonction qui est d'ordre 2, quadratique. Donc, vous avez la partie au carré, la partie absolue et la partie qui ne dépend pas de la génération, qui est fixe. Finalement, dans le dernier data frame, vous avez toutes les consommations, la demande de puissance à chaque nœud du réseau pour 72 heures. Pour continuer, encore une fois, on est encore dans la partie de chercher les données pour modéliser notre réseau électrique afin d'être capable de l'optimiser. On va générer une matrice d'admittance qui représente à la fois la topologie du réseau, mais aussi justement l'admittance, l'impédance, la réactance dans les lignes. Idem, on vient générer une matrice de capacité maximale avec les données que je vous ai montrées précédemment. Ça va vraiment nous permettre de facilement aller extraire les données du problème dans le problème d'optimisation. Donc, c'est vraiment des petits stratagèmes que j'utilise pour faciliter ensuite l'optimisation du problème. Donc, on peut même tracer notre réseau électrique, à quoi est-ce qu'il ressemble dans ce problème-là. Donc, vous avez une représentation ici. Les nœuds qui sont en orange, ce sont les nœuds de génération. Puis les nœuds bleus, ce sont les nœuds qui sont des nœuds de consommation uniquement. Donc, vous voyez qu'on a 3 générateurs et 3 charges dans notre réseau. Et vous pouvez voir à quoi ressemblent les connexions. C'est vraiment les connexions que je vous ai montrées tout à l'heure dans le tableau ici. Ouais, celui-là. Donc, bref, c'est utile pour visualiser le problème qu'on cherche à optimiser. Est-ce qu'il y a des questions sur ce que je vous ai présenté avant que je commence dans le modèle mathématique? Jusque-là, il n'y a pas de questions. Je pense qu'on peut avancer, sauf s'il y a des questions sur site. S'il y a des questions dans la salle à Kiskia? Non, pour l'instant, merci. On peut avancer, Julien. OK. Donc, ici, je vous présente le modèle mathématique de l'écoulement de puissance optimale linéarisé multipériode. Peut-être que je peux même zoomer encore plus. Donc, ce que vous voyez ici, c'est vraiment la même problème que vous avez probablement vu ce matin, mais avec un horizon de temps supplémentaire. Donc, la fonction objectif, ce sont les coûts de génération quadratiques. Donc, vous pouvez voir le coût en A, le coût en B, le coût C. Et vous avez des contraintes traditionnelles. Donc, on a cette équation-là qui permet de représenter le flot de puissance dans les lignes. On a la deuxième contrainte qui permet de représenter l'équilibre entre justement la loi des nœuds, finalement, que le courant, la puissance qui rentre dans un nœud doit sortir de l'autre côté. Vous avez une contrainte, la troisième contrainte qui permet de borner la génération de puissance. Donc, on a que la puissance à chaque générateur doit être entre la puissance maximale et la puissance minimale. On a ici que, comme quatrième contrainte, avec la grande matrice P, que la puissance doit être, la valeur absolue de l'écoulement de puissance doit être plus petit qu'une borne maximum qui est dénotée par S avec une barre en haut. Et puis finalement, vous avez l'équilibre de puissance au nœud, donc la génération doit égaler la demande. La seule différence avec ce que vous avez vu ce matin, c'est l'horizon de temps qui a été ajouté. Donc, il y a un indice petit t à ajouter à chaque variable pour représenter qu'à chaque moment de la journée, la consommation ou la demande de consommation va changer et donc
de notre côté, la génération doit s'adapter à cette consommation-là. Au niveau de la notation, j'ai utilisé l'espèce de petit L en italique pour définir l'ensemble des lignes, le petit N pour dire l'ensemble des nœuds, et le G, comme ça, pour dire l'ensemble des générateurs. Donc, évidemment, l'ensemble des générateurs est un sous-ensemble des nœuds. OK. Là, on serait rendu à faire la formulation CVExpert du problème. Donc, on va prendre la même logique que ce que je vous ai montré tout à l'heure, mais cette fois-ci pour ce problème d'optimisation du réseau électrique. Donc, si on se réfère à l'équation, on a une matrice grand P qui représente l'écoulement dans les lignes. On a une matrice petit p qui représente la puissance au nœud. Et on a la puissance de génération qui est dénotée P avec un petit g en exposant. On a, c'est ça, ce sont nos trois valeurs d'optimisation. Ah oui, évidemment, ici, le voltage des angles que j'ai oublié. L'angle du voltage. Donc, la première chose à définir, c'est les dimensions des variables. Ici, notre matrice P, elle est de dimension T par N par N. Donc, c'est une matrice qui a 3 dimensions. Malheureusement, dans CVExpert, on ne peut seulement qu'avoir 2 dimensions. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai multiplié la première et la troisième dimension ensemble pour être capable d'aller représenter ça en 2 dimensions. Même chose pour la puissance au nœud. Donc, on a N nœuds et on a un horizon de T. Donc, la dimension est de T par N. Pour la génération de voltage, c'est pareil. On a N nœuds, on a T, T périodes. Et pour l'angle des nœuds, l'angle du voltage au nœud, on a encore une fois la même chose. On a N nœuds et on a un horizon grand T. Vraiment, la difficulté ici, c'est de représenter une variable à 3 dimensions sur 2 dimensions. Donc, on a utilisé le stratagème de multiplier les 2 dimensions ici. Et j'ai créé finalement une fonction qui permet d'aller représenter c'est quoi le bon indice du problème à 3 dimensions, mais dans le problème à 2 dimensions. Donc, pour cette partie-là, j'aimerais qu'on travaille en équipe. J'ai déjà écrit le code, mais j'aimerais ça qu'on travaille ensemble pour essayer de voir comment est-ce qu'on formulerait le problème précédent avec CVExpert et ce que je vous ai montré précédemment. Donc, vraiment, soit on peut y aller par le chat, vous voulez écrire du code, ou bien on peut y aller à l'oral et moi, je code pour vous. Ce serait ma proposition pour vous, pour que ce soit dynamique. On essaie de prendre tout ce que j'ai dit depuis le début de la séance pour programmer ce problème d'optimisation ici. Est-ce que ça vous va? Pour les gens qui sont en ligne, est-ce que c'est possible pour vous de faire comme vient de proposer Julien? Pour les gens qui sont à Quisqueya, est-ce que c'est possible pour vous également? En fait, on n'a pas trop bien capté, non, c'est une proposition. OK. Ma proposition, c'est que maintenant, on est rendu à à programmer les contraintes et l'objectif du problème d'optimisation avec CVExpert. Mais au lieu de juste vous montrer la solution, j'aimerais qu'on essaie d'y arriver itérativement en groupe, juste pour que ce soit un peu plus dynamique comme présentation. Parce que c'est vraiment le cœur de ma présentation et je pense que ça vaudrait la peine qu'on essaie de le faire tous ensemble. Est-ce que vous pourriez reprendre parce que, bon, et on n'a pas trop capté. OK. Euh, je Oui, dis, ce serait d'aller plus lentement, question de bien saisir ce que vous voulez. oui, désolé. Donc, je vous propose de travailler sur le problème que je vous ai montré, mais tous ensemble. Donc, au lieu de, on va formuler les contraintes et la fonction objectif avec la librairie CVExpert que j'ai présentée. J'aimerais ça qu'on travaille ensemble, qu'on se pose des questions,
pour arriver à la solution au lieu de seulement présenter la solution. Comme ça, on peut regarder c'est quoi les difficultés les difficultés de programmer ce genre de problème-là en Python. Et bon, dans la salle, on remarque qu'il n'y a pas trop d'ordinateurs en utilisation. OK. Donc, je pense qu'on va essayer de collaborer quand même. Ouais, mais on peut le faire oralement. Donc, si vous voulez, on peut consulter ensemble les choses et le faire itérativement. L'environnement Colab que je vous ai montré, qui est gratuit avec un compte Google, a déjà Python. Donc, ce n'est pas très grave si vous n'avez pas Python sur un ordinateur. Vous avez juste besoin d'avoir accès à un appareil qui peut se connecter à Internet pour ouvrir Colab et donc faire le laboratoire que je vous ai concocté pour les gens en ligne, par exemple. OK, c'est bon. On va le faire ensemble et puis je vais vous poser des questions et vous allez m'aider à programmer. Est-ce qu'on peut faire comme ça? Oui, on peut aller comme ça, Julien. C'est OK, correct. super. Super. Donc, la première chose à faire, c'est d'élaborer les contraintes du problème. Donc, dans CVExpert, comme je vous avais dit au début, ou comme on peut voir tout en haut de mon fichier, les contraintes, elles sont initialisées dans une liste. Donc, il faut qu'on initialise une liste et il faut qu'on représente les contraintes du problème d'écoulement de puissance optimale linéarisé, mais sous la forme Python S qu'on pourrait dire. Donc, si je reviens au problème, la première étape, ce serait de définir une liste vide comme ça. Si on prend la première variable, ou peut-être une contrainte qui serait facile à faire en premier, on pourrait dire comment est-ce qu'on représenterait, nous, qu'il faut qu'à chaque pas de temps, la génération de puissance soit bornée. Donc, pour ce faire, la première idée, ce serait de faire une boucle qui va comme Colin m'a présenté, qui va de 0 à l'horizon de temps, grand T, et une autre boucle qui va de l'indice 0 à l'indice n pour le nombre de nœuds dans le réseau. Ensuite, on a notre variable de génération de puissance ici. Il faut dire sous forme de contrainte qu'on veut que ce soit borné par les limites de notre problème. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, avec l'opérateur plus égal, on va être capable d'aller ajouter un nouvel élément dans notre liste qui est pour le moment vide. Donc, ici, on va avoir PIG, qui est notre variable de génération. Et comme l'intelligence artificielle de Colab le suggère, notre variable PIG, elle a en première dimension le temps et en deuxième dimension les nœuds. Donc, nous, ce qu'on veut dire, c'est qu'à tous les pas de temps, T, et pour chaque nœud I, on veut que cette puissance-là, elle soit plus grande ou égale à la génération. En fait, c'est exactement ce qui m'a été donné ici. Donc, on a la génération maximale en périunit, et il faut que cette puissance-là soit plus petite que la génération minimale selon la base. Donc, juste pour vous rappeler, GenData, c'est le dictionnaire que je vous ai donné au début avec les données, qui est ce tableau-ci que vous voyez au milieu de l'écran. Donc, on a ici la génération max et la génération min. Peut-être que de façon plus intuitive, je pourrais vous montrer que... Bref.
Ici, c'est la troisième et la quatrième colonne qui permettent d'aller donner les limites de puissance. Donc, pour les nœuds 4, 5, 6, on voit qu'il n'y a aucune génération qui va être faite parce que la puissance maximale, c'est 0 et la puissance minimale de génération est 0. Donc, c'est comme ça qu'on représente la contrainte que la génération doit être plus grande qu'un minimum et plus petite qu'un maximum. Donc, c'est relativement intuitif quand on en fait souvent. Ensuite, on peut passer à la prochaine contrainte. Est-ce que c'était clair déjà, ce que je vous ai montré? La formulation de la génération, la contrainte de génération? OK, ben, je vais continuer. Si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas à demander. Euh, Sinon, on peut attendre la fin de la présentation, mais je préférais vraiment que les questions arrivent au fur et à mesure. OK. Donc, ensuite, deuxième contrainte qu'on pourrait traiter, c'est peut-être l'équilibre entre la génération et la demande dans le réseau. C'est une contrainte qui est intéressante. La demande, elle nous est déjà donnée, ce sont des paramètres du problème. La génération, c'est une variable. Et la puissance au nœud, c'est aussi une variable. On peut voir que les indices, il y a les indices petit t et i pour dire en fonction du temps et en fonction du nœud. Donc, similairement à ce qu'on vient de faire pour la génération de puissance, on peut ajouter une nouvelle contrainte au problème. Puis ici, on vient de dire justement que la petite puissance au nœud TI, elle est égale. Donc, pour dire égal, on dit égal égal à, voilà ce que l'IA de Google me propose, c'est la bonne solution. Donc, on a que la génération moins la consommation au temps T pour le nœud I doit être égale à ce que. Est-ce que. Euh, il y a une question dans le chat. Donc, si on sélectionne les contraintes, est-ce que les générateurs apparaîtront automatiquement? Dans le fond, dans un problème d'optimisation, si je comprends bien la question, je vais essayer de répondre, mais dites-moi si j'ai mal répondu. Mais le problème d'optimisation, il est modélisé par les contraintes. Donc, si on modélise que la génération doit être bornée entre doit être entre un minimum et un maximum, euh, et que l'objectif permet de faire en sorte que cette génération-là soit non nulle, mais dans ce cas-là, oui, la génération va apparaître automatiquement selon l'objectif du problème. Peut-être pour clarifier, ici, on cherche à minimiser les coûts dans le réseau électrique. Donc, on a notre fonction objectif qui est de minimiser le coût de génération total sur l'ensemble de l'horizon de temps. Et puis, étant donné qu'on dit que la génération elle est bornée, automatiquement, notre problème, s'il est résolu, la génération devrait être bornée. Mais ce qui fait en sorte que la génération est non nulle, c'est qu'on a cette équation, la dernière équation du problème qui nous dit que la génération doit égaler la demande à chaque nœud. Donc, étant donné qu'on a cette contrainte-là, forcément, notre génération devra être non nulle pour répondre à la demande dans le réseau. Puis à partir de ce moment-là, une fois que toutes les contraintes sont placées, qu'on parle le problème d'optimisation, en théorie, tout devrait se placer selon les contraintes qu'on a mises. Si on oublie une contrainte, évidemment, ça, c'est notre faute. Oups. OK. Donc, ici, je vous avais donné les valeurs historiques de consommation dans un objet qui s'appelle load.df. Donc, c'est ce que vous voyez à l'écran. Et je suis allé chercher la consommation à chaque nœud pour dire que justement, il y a un équilibre entre la génération, la demande au nœud I, et ce pour chaque pas de temps T de l'horizon. Ensuite, on peut aller faire une autre contrainte. Mais là, cette fois-ci, on a traité de
Ici, j'ai traité juste pour les nœuds I. Mais quand on veut travailler avec des lignes qui sont à 2 dimensions, il faut qu'on travaille avec l'indice I et l'indice J. Donc, on peut aller faire une deuxième boucle, une troisième boucle finalement, à l'intérieur pour exprimer ce que je viens de vous dire. Donc, à l'intérieur de ma boucle T, à l'intérieur de ma boucle I, je vais faire une boucle qui s'appelle for J in range M. Et puis, ici, bon, encore une fois, l'intelligence artificielle de Google me donne déjà la réponse, mais je vais aller au travers lentement. J'ai créé une fonction index ici qui permet d'aller donner le bon indice à 2 dimensions de notre problème en 3 dimensions. Donc, je vous avais dit tantôt que on peut seulement représenter 2 dimensions avec CVExpert, mais qu'on en a 3. Donc, j'ai cette fonction index qui permet d'aller chercher les bons indices selon le temps, et etc. Donc, ce qu'on fait initialement, c'est qu'on vient indiquer l'index K et l'index L, qui sont des représentations euh, qui finalement donnent les bons indices du problème à 3 dimensions, mais dans le problème à 2 dimensions. Ce qu'on vient faire comme contrainte ici, c'est la contrainte de l'écoulement de puissance. Donc, que l'écoulement grand P est égal à le terme B, finalement, qui représente l'admittance dans le réseau, fois la différence entre le voltage au nœud I et l'angle du voltage au nœud I et l'angle du voltage au nœud J. Donc, c'est évidemment la partie réelle seulement de l'admittance. Donc ici, c'est ce qu'on a écrit. On a écrit que la partie réelle de la matrice Y, qui est la matrice d'admittance, fois la différence entre l'angle au nœud I et l'angle au nœud J, et ce pour chaque pas de temps t. Tout ça doit être égal à l'écoulement PIJ à l'indice K et J. Est-ce que ça devrait plutôt être K et L? Non, c'est correct. Donc, ça, c'est quand même une contrainte qui est difficile à modéliser, mais une fois qu'on a compris comment le problème est formulé et qu'on est capable d'utiliser des fonctions, justement, comme la fonction index ici pour aller représenter le problème à 2 dimensions, c'est assez intuitif, encore une fois, entre guillemets, intuitif dans le problème. OK. Ensuite, on va travailler avec peut-être la deuxième contrainte. Donc, cette contrainte-là, finalement, elle dit que la puissance au nœud I égale la somme des flots pour les lignes qui sont connectées à ce nœud-là. Donc, on vient ici. Dire que la consommation au nœud I égale à la somme et... Ah oui, j'ai un petit problème ici. Je vais la garder pour après. Elle est plus difficile. On peut faire la contrainte de que le flot de puissance dans la ligne IJ est borné par est plus petit ou égal à la borne maximale de puissance S. Donc, à quoi ça va ressembler? On va créer dans la boucle, à l'intérieur de la boucle I et de la boucle J, on va créer
Est-ce que c'est juste? Oui, OK. Donc, ce que je vous ai montré ici, c'est que la puissance IJ à l'indice K, qui vient de la fonction index que je vous ai dit, pour le nœud J, doit être plus petit ou égal à la puissance maximale au carré dans le réseau. En fait, ce qu'on va faire plutôt, c'est quoi la puissance au carré? On va dire que c'est la valeur absolue de notre puissance qui doit être plus petite qu'une borne ici qui n'est pas, et qui peut être absolue aussi. Voilà. Donc, ça, c'est pour dire que le flot de puissance maximale dans une ligne est borné. Ici, S, c'est un paramètre du réseau qu'on connaît selon la physique du problème. Donc, par exemple, on pourrait avoir une ligne réelle dont le flot de puissance est de X mégawatts. Mais ce serait un paramètre du problème qu'on vient injecter dans notre problème d'optimisation. OK. Ben, finalement, il nous reste seulement une contrainte, mais qui est plus difficile. Donc, je vais aller travailler sur l'objectif en premier. Est-ce que c'est clair pour la formulation de contrainte? Je veux vraiment être sûr que au moins l'intuition soit présente, peut-être pas la compréhension globale, parce que ça prend quand même une certaine expertise pour arriver à tout capter. Mais est-ce que l'intuition est correcte pour les gens dans l'audience et dans la salle? Sinon, vraiment, interrompez-moi, on va prendre le temps de répondre aux questions. On peut avancer, Julien, c'est Ah ouais. correct. OK. Donc, pour l'objectif, on va faire comme précédemment. On va créer une variable qui s'appelle objet ou objectif peut-être, qu'on initialise à 0. Et ce qu'on veut représenter, c'est que la somme des coûts de génération fois la génération, finalement, la somme de tous les coûts de génération sur l'ensemble de l'horizon de temps euh, pour chaque nœud de génération. C'est ça qu'on veut représenter. On veut venir représenter la première équation du problème d'optimisation. Donc, ici, étant donné qu'on travaille avec les nœuds de génération à chaque temps de t, on peut recréer une boucle qui va passer sur chaque heure de notre horizon de temps et sur chaque nœud de notre problème. Puis on va venir ajouter, voilà, si le nœud I en question fait partie de ce que j'ai appelé les root nodes. Les root nodes, ce sont les nœuds de génération. Et dans ce cas-là, je veux que dans mon objectif, on ajoute les coûts fois la variable de génération au nœud en question. Donc, ça va être très simple. On va ajouter, voilà, ajouter plus. Donc, on peut aller vérifier c'est quoi, quelle colonne représente les coûts quadratiques, les coûts simples et les coûts fixes. Donc, si on regarde le tableau ici, on voit que c'est la colonne C2 qui donne le coût quadratique, mais que ce coût-là est donné en fonction des mégawatts, alors que nous, notre problème est formulé en fonction de ce qu'on a des per units. Donc, il va falloir qu'on fasse une petite conversion juste pour être capable de représenter parfaitement les unités. Puis c'est 0, c'est 3. Donc, OK. Donc, c'est 3. Cosetta 1, Cosetta 2. Excusez-moi, j'ai utilisé un peu la suggestion que m'a donnée l'intelligence artificielle, mais elle n'est pas tout à fait bonne, donc je la corrige.
peut regarder de quoi a l'air. Ok. Donc, ok. L'élément 0, c'est seulement le numéro du bus, donc ça ne nous intéresse pas. L'élément 1, donc la colonne 2, sont les coûts quadratiques, colonne 3, etc. Donc, je vais pouvoir formuler le problème de la bonne façon. Donc, on va avoir colonne 1 fois la génération au carré, plus la colonne 2 fois la génération, plus la colonne 3 qui est le coût fixe. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'on représente simplement, entre guillemets, simplement, la fonction objectif que je vous ai montré précédemment. Donc, on a les coûts au carré fois le terme quadratique. Ah, et j'ai oublié, évidemment, il faut diviser par la base du problème que j'ai appelé base MVA. Plutôt fois. Donc, voilà. De cette façon-là, ça devrait être correct. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. OK. Sinon. Il me reste une dernière contrainte. Celle-ci est plus difficile à représenter, donc je vais directement aller dans le corriger juste pour vous montrer ce que ça donne. Donc, on peut afficher le code ici du solutionnaire. Donc, on a la première contrainte qui est celle-ci, celle que je n'ai pas programmée, qui est que la somme des courants, pas des courants, la somme des flots est égale, qui sortent d'un nœud sont égales à la puissance au nœud. Ici, on a que la puissance au nœud I égale la génération si c'est un nœud de génération. On a que si ce n'est pas un nœud de génération, donc c'est une charge, qu'il doit y avoir un équilibre entre la demande et la génération. Et que la génération doit être nulle. C'est quelque chose que j'ai oublié de mettre précédemment. La génération doit être nulle pour les nœuds de charge. On a ensuite la contrainte sur le maximum et le minimum de génération. Donc, c'est ce qu'on a fait précédemment. Ensuite, il y a la contrainte qu'on a fait de la bonne façon tout à l'heure, qui indique que le flot de puissance est donné par le terme réel de l'admittance fois la différence des angles de voltage, et que le flot de puissance est plus petit qu'une valeur qui est donnée par grand S. Et pour le coût, on a la même fonction coût que ce que je vous avais montré précédemment. Donc, si on s'attarde et qu'on roule le problème, ça prend toujours un moment parce que c'est quand même un problème assez difficile à résoudre. Ben, pas tout à fait, mais... OK. Donc, on peut regarder ce que le solveur nous dit sur le problème. Il nous dit que le statut, c'est que le problème a été résolu, donc c'est bien, et que c'est une résolution qui est optimale. Et voici le résultat du coût. Donc, ça nous coûte 640 109 pour pour opérer le réseau de façon optimale. Donc, c'est le coût optimal d'opération du réseau sur les 72 heures que je vous ai présenté. On peut regarder c'est quoi les valeurs maximales de génération. On voit que c'est dans les bornes que je vous avais montrées. Mais j'ai écrit des fonctions qui nous permettent de vraiment visualiser le problème. Donc,
On va regarder ça ensemble. Donc, ici, je suis allé extraire c'est quoi les valeurs de génération de chaque nœud de génération optimales selon les contraintes du problème et dans le but de minimiser le coût. Donc, en rouge, vous voyez la demande dans le temps sur l'horizon de 72 heures. En bleu, vous voyez la génération totale des générateurs sur les 72 heures. Donc déjà, premier bon signe, c'est que la génération et la demande sont égaux à tout moment. Étant donné qu'il n'y a pas de pertes dans le réseau électrique, ça devrait être le cas. S'il y avait des pertes, on devrait générer un peu plus de puissance, mais la formulation linéaire du problème fait en sorte qu'on oublie les pertes de puissance dans le problème. Donc, c'est un bon signe. La génération et la demande sont égales. Et en pointillé, vous pouvez voir la génération à chaque nœud individuellement. Ça ne nous donne pas grande information rapidement comme ça. Donc, j'ai tracé d'autres graphiques où on va aller analyser la génération individuellement de chaque générateur. Et j'ai tracé les limites maximales et minimales de génération à chaque nœud. Et en plus, la génération optimale sur l'horizon de temps de 72 heures. Donc, pour le générateur 1, ça semble assez normal. On voit qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe ici. Par exemple, pour le générateur 2, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'à certains moments, on atteint le maximum de génération, mais on ne le dépasse pas. Donc, nos contraintes de limite de génération semblent respectées. Et vice-versa, on voit que le minimum de génération est aussi respecté. On ne va jamais dépasser les limites qui sont imposées par le problème d'optimisation. Et c'est ça la beauté de la chose. Finalement, pour le générateur 3, on voit que la limite maximale, elle est souvent atteinte. Donc, on peut s'imaginer que dans le réseau électrique en question, euh, dans le problème qu'on a traité, le générateur 3 est beaucoup plus économique parce qu'on va souvent atteindre la limite maximale de génération avant d'aller générer, par exemple, au générateur 1 qui, lui, n'est jamais affecté par la contrainte maximale. Ça implique que ce générateur-là est probablement plus coûteux à opérer dans le réseau électrique. Et donc, voilà, c'est la beauté d'un problème d'optimisation. On formule les contraintes, on formule l'objectif, on va chercher les données qui sont représentatives du problème, et ensuite, on est capable d'obtenir, on pourrait dire presque magiquement, l'opération qui est la meilleure ou les actions à prendre qui sont les meilleures pour le problème en question. Donc, c'est tout. C'était ça la formation. Euh, je vous invite vraiment à poser des questions si vous en avez. On peut revenir sur des choses que j'ai déjà présentées au début de la séance. Ce n'est pas un souci. Donc, ouais, c'est ça. Merci, Julien. Juste avant de prendre les questions, est-ce que tu peux résumer pour nous l'endroit sur le Drive où on peut trouver les informations pour que les étudiants puissent Oui, profiter oui, vraiment? oui, bien sûr, bien sûr. Donc, dans le Drive, vous avez 4 fichiers. Le premier fichier, c'est le fichier IPYNB, qui est le notebook que je vous ai présenté. Donc, en théorie, si vous double-cliquez sur ce fichier-là, vous devriez être capable de l'ouvrir dans Google Colab, qui est l'environnement hébergé euh, par Google pour la programmation en Python. Donc, si ça ne fonctionne pas, ça se peut que vous deviez télécharger Colab, mais ça prend quelques secondes à faire. En théorie, si vous double-cliquez, ça devrait vous emmener, comme vous venez de voir, sur la bonne page. Le deuxième fichier, c'est la présentation PDF que je vous ai montré au début de la séance. Donc là-dedans, vous avez plein de ressources pour apprendre à utiliser Python, pour apprendre à utiliser CVXPy et il y a aussi même des exemples de CVXPy si vous voulez vous en inspirer pour des projets personnels ou pour le travail ou pour l'école. Finalement, le troisième fichier, ce sont les mesures historiques que j'ai générées pour le premier problème, donc le problème d'apprentissage machine dans un problème de contrôle. Et finalement, le dernier fichier, ce sont les données historiques de consommation
de chaque nœud du réseau électrique qu'on a optimisé dans le deuxième problème. OK. Maintenant, je vais demander à la salle s'il y a des questions. Du côté de Kiskia, est-ce que vous avez des questions pour Julien? En fait, ma question est d'ordre général. Est-ce que ça peut arriver que l'on trouve deux solutions pour lesquelles le coût est optimal? Si oui, quels sont les paramètres supplémentaires que l'on devrait prendre en compte pour choisir l'une de ces deux solutions-là? Ah, c'est une très bonne question. C'est vraiment une bonne question. Donc, oui, il se pourrait qu'il y ait deux solutions optimales. Donc, deux solutions pour lesquelles le coût optimal est atteint. Euh, Par exemple, on pourrait avoir des générateurs qui auraient une génération différente pour le coût identique. Donc, c'est une très bonne question. Vous avez identifié quelque chose qui peut vraiment arriver. Si on veut s'assurer que, on n'ait pas la même solution, on pourrait dire dans nos contraintes, par exemple, que, on pourrait mentionner que, en fait, il y a, il y a ce qu'on appelle, c'est un peu technique, mais on peut, ce que vous avez identifié, parfois on appelle ça de la symétrie. Donc, on peut forcer le solveur à ne pas avoir de symétrie, mais généralement, ce n'est pas un problème. Si on trouve une solution ou on trouve deux solutions qui ont la même valeur optimale, ça ne devrait pas causer de problème, ça ne devrait pas nous causer de problème parce que ça, finalement, c'est la même solution, c'est le même objectif. Donc, on atteint le coût minimal, peu importe la solution qui est trouvée. Est-ce que c'est clair? OK, merci. Je pense qu'il y a une autre question dans la salle. Je pense qu'il y a deux, en fait. Bonsoir, je suis Bonjour. Corinne Antoine, junior diplômée en électromécanique et nouvellement admise à la Polytechnique Montréal. Ah, Alors, félicitations. vous avez dit que pour le générateur, quand le power atteint le maximum, la plupart des fois, elle est beaucoup plus économique. Il est beaucoup plus économique. Je voulais savoir votre avis en tant qu'ingénieur sur le choix d'un générateur. Dans les trois cas dont vous avez illustré, où le power n'atteint pas le maximum, où il l'atteint rarement, et où il atteint le maximum la plupart des fois. Merci. OK. Étant donné que la fonction de coût, elle est donnée par une expression quadratique, c'est pas tout à fait vrai de dire que le générateur 1, par exemple, coûte, est évidemment le plus cher, mais ce qu'on remarque finalement, selon les résultats qu'on a trouvés avec le problème d'optimisation, selon les résultats de la génération, on remarque que selon la demande qu'on a eue et selon les coûts qui nous ont été donnés, le générateur 3, par exemple, va toujours être utilisé à son maximum dans les barèmes qu'on a utilisés parce que c'est plus économique. Mais c'est quoi mon point de vue en tant qu'ingénieur? C'est plutôt représentatif de ce qui se passe dans un vrai réseau. Donc ici, c'est un modèle, mais par exemple, dans un réseau électrique où on aurait une centrale thermique, par exemple, versus une centrale hydroélectrique, on sait que, par exemple, l'opération de la centrale hydroélectrique est moins dispendieuse, par exemple, que la centrale thermique. Dans ce cas-là, on peut être capable, dans le problème d'optimisation, de représenter les coûts d'opération de chaque générateur ou de chaque station de génération selon ce qu'on cherche à représenter. Donc, c'est vraiment à nous, en tant que modélisateurs, de venir trouver les coûts qui représentent le mieux possible les stations de génération qu'on cherche à optimiser. Donc, évidemment, ici, dans le problème, c'était des données fictives. Donc, fictives. Ce sont des données d'un réseau de tests qui est assez commun dans la littérature. Mais, donc, j'ai pas vraiment je peux pas vraiment vous dire pourquoi est-ce que le générateur 1 est plus économique que le générateur 3, mais je peux vous dire que quand on regarde les résultats, on remarque expérimentalement que c'est le cas selon la demande du problème et les bornes, etc. Ce qui est plutôt intéressant, c'est de savoir que dans la vraie vie, si on voulait modéliser un réseau réel, ce serait à nous de venir modéliser les coûts ou de venir chercher les paramètres des coûts qui représentent le mieux possible le coût de génération de chaque source, chaque station dans le réseau. Par exemple, les coûts qui seraient associés à
une centrale hydroélectrique ou les coûts qui seraient associés à une centrale thermique ou les coûts qui seraient associés à une centrale nucléaire. Je ne sais pas si ça répond bien à votre question, mais si ce n'est pas clair, vous pouvez revenir au micro. OK, on prend... Bonsoir. Oui. Et je suis Jules Meskenberli, électrotechnicien de formation. Merci, M. Julien, pour votre intervention. Et ma question est la suivante. Pour faire suite avec mon camarade qui avait intervenu en premier, pour optimiser une source d'énergie, il y a deux contraintes et le coût est aussi élevé. Donc, est-ce qu'on ne peut pas référer à l'impact environnemental donc, puisqu'aujourd'hui on parle de réchauffement climatique et on parle de mondialisation aussi, donc en fait référence avec ces deux thèmes, donc est-ce qu'on ne peut pas, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup plus évident de se référer avec la résolution qui a le moins d'impact sur l'environnement que d'autres alternatives? Merci. C'est vraiment une bonne question. Vous avez vraiment identifié quelque chose d'intéressant à traiter. Donc, ici, on traite juste effectivement des coûts qui sont économiques pour opérer la station. Mais par exemple, si on connaît le coût environnemental d'opérer la station, on pourrait vraiment modifier l'objectif qu'on cherche à optimiser pour venir représenter ce coût-là en plus dans notre fonction objectif. Donc, c'est peut-être pas clair comment j'ai formulé ma phrase, mais effectivement, on a deux choix. Soit on change carrément l'objectif pour minimiser l'impact environnemental. Donc, si on connaît l'impact environnemental de chaque générateur, au lieu de minimiser les coûts, on pourrait changer la fonction objectif pour minimiser l'impact environnemental. Souvent, ce qu'on fait au lieu de traiter de l'impact environnemental, on pourrait traiter de la perte dans les lignes. Ce serait un autre objectif qu'on pourrait faire. Donc, si on cherche à optimiser le réseau, on pourrait vouloir minimiser les pertes de puissance dans le réseau. Mais ici, évidemment, on ne traite pas de pertes parce qu'on travaille avec le modèle linéarisé. Mais dans ce cas-là, effectivement, si on est capable de mettre un chiffre qui représente l'impact environnemental de la génération à chaque nœud, on pourrait modifier la fonction objectif pour minimiser l'impact environnemental global. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est ajouter un nouveau terme à notre objectif et avoir ce qu'on appelle une fonction multi-objectif. Donc là, ce que je vous ai montré dans cette séance-ci, c'est l'objectif est unique, c'est minimiser le coût de génération. Mais on pourrait ajouter un deuxième terme, donc une deuxième somme dans notre objectif qui serait finalement aussi être capable de minimiser les coûts environnementaux. Mais la difficulté quand on ajoute un deuxième terme comme ça à notre fonction objectif, c'est qu'on doit être capable de prioriser la première partie ou la deuxième partie de l'objectif. Donc, soit il faut être capable de représenter c'est quoi le coût environnemental en dollars ou en monnaie. Étant donné que la première partie est en monnaie, il faudrait que la deuxième partie soit aussi en monnaie. Sinon, on peut carrément oublier les unités et un peu empiriquement venir tester une pondération différente entre les différents objectifs. Donc, on pourrait dire manuellement, si on est insatisfait par rapport à la réponse, si on trouve que notre solution priorise trop les coûts de génération et pas assez de l'impact environnemental, on peut venir modifier l'objectif pour augmenter la pondération du terme qui minimise l'impact environnemental. Donc, je ne sais pas si ça clarifie ce que vous avez dit, mais c'est une très bonne question. Donc, l'objectif du problème, c'est à nous de le formuler comme bon nous semble. Donc, si on a à cœur des priorités qui sont différentes, comme l'impact environnemental, il est tout à fait possible de modifier l'objectif pour représenter ça. Je ne sais pas si tu as des questions en ligne. On va revenir dans la salle, mais je pense qu'il faut un peu d'équilibre. As-tu aussi des questions en ligne, Pélounès? Non, jusque-là, on n'a pas de questions en ligne. Vous pouvez continuer avec la salle. Ah ben ok, merci. S'il y a d'autres questions, d'autres remarques. Et Julien, je ne sais pas si tu pourras, parce que je sais que les étudiants sont intéressés à travailler sur des cas réels, c'est-à-dire des cas en fait, qu'on retrouve en Haïti, ou bien des cas simples, des cas d'application. Donc, à ce moment-là, je pense qu'il pourrait y avoir beaucoup de questions sur
comment arriver à ce, bon, pas à ton niveau parce que tu l'as fait en baccalauréat, maintenant tu fais ta maîtrise, mais j'aimerais que tu peut-être dises aux étudiants quels sont les outils qui sont disponibles. En plus, vous avez utilisé Python et Colab qui est un espace de collaboration. Maintenant, est-ce que vous pourrez nous en dire plus par rapport à d'autres outils de simulation qui existent, mais qui est différent de Python? Et vous l'avez dit aussi pour Python, on n'est pas obligé d'aller vers Colab parce que ceux qui arrivent, et Julien en Haïti, on préfère le local. J'aimerais que tu prennes un exemple où l'étudiant peut travailler directement sur son ordinateur parce que avec les problèmes de connexion Internet qu'on a en Haïti, à chaque fois qu'on doit se rendre sur Colab, ça demande une connexion Internet. On peut ne pas avoir la connexion tout le temps. Est-ce que vous pouvez prendre un exemple où l'étudiant peut effectivement, avec un local host, travailler en local et que ce soit sur l'environnement Anaconda, bien sûr, d'autres environnements Jupyter et pour Python. Et prenez un petit temps pour donner des explications parce que j'aimerais quand même, après ta présentation, qu'ils comprennent qu'il y a un outil qui est disponible à ce moment-là, qu'ils pourront l'utiliser pour résoudre des problèmes qu'ils rencontrent dans leurs devoirs et même des devoirs de professeurs de fait d'études ou bien d'autres projets et personnels. Prenez un petit temps pour nous en parler des outils qui existent et comment localement on pourra utiliser ces outils-là sans passer par Colab, qui est un espace de collaboration chez Google. OK. Ben, c'est vraiment des très bonnes questions. Donc, merci pour la question. La première partie de la question portait sur différents outils de simulation qui ne seraient peut-être pas en Python. Donc, moi, la simulation de réseau, c'est pas ma spécialité. Mais si vous voulez modéliser des cas réels à l'aide d'un simulateur, il y a deux logiciels qui sont très utilisés pour la simulation, comme le premier, c'est EMTP, qui est vraiment un logiciel de simulation pour les phases transitoires dans le réseau. Et un vrai logiciel qui est utilisé à Hydro-Québec énormément et dans d'autres compagnies qui travaillent avec autant la génération que la transmission que la distribution. Un autre logiciel que je connais pour la simulation de réseau et que j'ai utilisé, c'est le logiciel SimDist, qui est spécialisé pour la simulation de réseau de distribution. Donc, ces outils-là ont plein de facettes, notamment parfois des facettes où l'optimisation est déjà préprogrammée dans le logiciel. Donc, on peut, par exemple, modéliser graphiquement et rentrer les données de notre réseau réel. Et après, choisir, en plus de rouler la simulation, d'aller chercher une opération qui serait peut-être optimale. Moi, ce que je vous ai présenté finalement, c'est une application concrète et mathématique de qu'est-ce qu'un autre logiciel, par exemple, pourrait intégrer automatiquement dans les fonctionnalités de l'utilisateur. Donc, moi, évidemment, c'est un aspect plus mathématique, mais il y a certainement des logiciels de simulation qui font, par exemple, un problème de génération optimale pour minimiser des coûts d'opération, mais ça pourrait être caché à l'utilisateur et simplement une fonctionnalité du logiciel. Je ne peux pas vous garantir que EMTP ou SimDist le font, mais c'est fort probable que ce soit intégré car ce sont des logiciels vraiment utilisés dans l'industrie partout dans le monde et qui sont très réputés. Sinon, pour les outils de Python en local, ça, je peux peut-être vous parler un peu plus de ça. J'ai plus d'expérience là-dedans. Moi, de mon côté, qu'est-ce que j'utilise en local? J'utilise l'outil VS Code comme interface graphique pour coder. VS Code, c'est encore une fois un outil qui est libre de droit et qui permet finalement d'avoir un interface pour coder un peu comme ce que je vous ai montré. VS Code permet d'avoir des fichiers Jupyter comme je vous ai montré, mais en local. Donc, j'utilisais Colab parce que c'est simple de montrer comment, étant donné que Python est déjà tout installé, je trouvais ça simple pour le tutoriel d'utiliser ça. Mais moi, de mon côté personnel, dans la vie, j'utilise VS Code et je fais tout mon développement personnel là-dessus. Donc, toutes les librairies que j'ai, ou tout le travail que j'ai mis sur GitHub, par exemple, ça a été développé en local sur VS Code. Je ne sais pas si ça répondait bien à la question, si vous voulez que j'approfondisse, mais c'était une très bonne question, donc merci. Merci, Julien. Je pense que vous avez répondu à mes questions. En local, on sait qu'il y a d'autres outils que vous utilisez et vous avez aussi.
Sinon, vous avez dit autre chose que Python. Tout ce que je vous ai montré, donc l'optimisation convexe, elle est intégrée dans MATLAB. Donc, si vous utilisez MATLAB pour l'école ou dans l'industrie ou vos projets personnels, il y a des outils qui s'appellent CVX Opt et qui font, finalement, c'est presque la même chose que ce que je vous ai montré en Python, mais intégré avec MATLAB. Donc, moi, je n'aime pas trop MATLAB parce que je préfère les outils qui sont libres de droit, mais souvent en industrie, c'est MATLAB qui va être utilisé et il y a peut-être même plus de fonctionnalités qui sont intégrées dans ce qu'on appelle les boîtes à outils MATLAB ou les toolbox. Euh, Parfois, il y a des fonctionnalités qui sont déjà prédéveloppées pour des projets concrets. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? J'ai vu quelqu'un écrit qui a écrit en ligne et je ne sais pas, Pédonès, si tu peux prendre Ah, mais le vois temps la question. Je peux, Oui. de prendre des questions en ligne. Oui, c'est correct. Julien, il y a une question. Il y a quelqu'un qui dit qu'il utilise aussi VS Code. Quelles sont les extensions qui seront nécessaires pour programmer? Oui, donc VS Code, c'est un éditeur qui permet d'accommoder beaucoup de langages de programmation. Donc, par exemple, dans VS Code, on peut coder en Python, on peut coder en Julia, par exemple, qui est un autre langage, on peut coder à peu près n'importe quoi. C'est vraiment juste un interface qui permet de facilement euh, intégrer les outils nécessaires à la programmation. Donc, si vous voulez travailler en Python avec VS Code, la première chose à faire, c'est d'être certain que vous avez Python sur votre ordinateur et vous pouvez télécharger Python directement à partir du site de Python. Ensuite, euh, toutes les librairies que je vous ai montrées, vous allez devoir les installer vous-même. Donc, euh, le protocole pour installer des librairies Python, en fait, il y en a plusieurs, mais celui que moi j'utilise s'appelle PIP. Et c'est ce que j'ai montré justement au début du notebook Jupyter. Donc, il faut que vous soyez capable d'aller chercher toutes les librairies dont vous avez besoin pour programmer. Mais sinon, en termes d'extensions dans VS Code, il y en a beaucoup, beaucoup qui sont simplement des extensions qui permettent de faciliter la vie. Mais je sais qu'il y a une extension Python et une extension de Jupyter qui peut être téléchargée dans VS Code et qui va permettre d'avoir finalement le bon compilateur, je crois, etc. Euh, Sinon, il y a des outils qui permettent de simplifier l'alignement ou même l'affichage des couleurs dans l'outil VS Code. Moi, c'est des trucs que j'utilise personnellement, mais il y en a quand même beaucoup. Donc, ça vaut la peine de regarder en ligne c'est quoi qui est suggéré. Mais à part l'extension Python et l'extension Jupyter, ça dépend vraiment de c'est quoi vos besoins à vous. Si c'est pour Python, ce serait ça, mais pour d'autres langages de programmation, il faudrait juste adapter finalement à vos besoins. À part pip pour l'installation de librairie, il y a aussi l'environnement Conda qui est beaucoup, beaucoup utilisé. Donc, ça vaut la peine pour vous peut-être de regarder comment utiliser Anaconda et Conda pour gérer justement les librairies et le versionnement des librairies. Je ne sais pas si c'était clair pour la personne en ligne, mais Ok, on a une autre question. Dans le ouais. cas d'un zonal market, avez-vous un exemple pour visualiser la variation des LMP avec la congestion des lignes? Excusez-moi, j'ai pas tout à fait compris avec les acronymes. Dans le cas d'un zonal market, avez-vous un exemple pour visualiser la variation des linear model programming avec la congestion des lignes? Visualiser la congestion des lignes. Euh, du moins, avec ce que j'ai présenté, ce serait assez simple de modifier le code pour venir représenter la congestion. La congestion, finalement, qui serait l'écoulement de puissance que notre problème d'optimisation a trouvé. Donc, une fois qu'on trouve la génération, on obtient l'écoulement. Puis, je sais qu'avec Python, c'est assez simple de venir euh, afficher graphiquement euh, l'écoulement dans les lignes du réseau. Euh, il y a des librairies comme NetworkX qui permettent ce genre de visualisation. Euh, Sinon, avec la librairie Panda Power, on est aussi capable de faire de la visualisation. Donc, moi, dans le passé, j'avais déjà travaillé sur un problème un problème de
configuration du réseau en temps réel. Donc, le problème qu'on posait, c'était de justement minimiser les pertes dans le réseau, mais avec des algorithmes qui étaient un peu différents de ce que je vous ai montré. Puis, j'avais utilisé la librairie Panda Power pour faire la visualisation concrète de c'était quoi l'écoulement ou la congestion, finalement, dans chaque ligne. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais c'est comme ça que je l'ai perçu. OK, on va. Docteur Calix, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Avez-vous des questions? Et pour le moment, il n'y a pas de questions supplémentaires. Bon, vous avez pour une simulation, c'est toujours mieux quand on est devant son ordinateur. Donc, donc là, je pense que j'invite les étudiants à traiter eux-mêmes le cas. Je pense que Julien a posté toutes les ressources, a partagé les ressources sur Google Drive. Donc, ça prend un petit temps d'aller regarder les ressources, d'essayer de simuler les cas. Oui, effectivement, c'est sûr que c'est plus intéressant quand on peut programmer en même temps. Donc, vraiment, je vous invite à tout consulter. Il y a beaucoup de ressources supplémentaires et tout ce que j'ai programmé en ce moment, donc le solutionnaire, finalement, est disponible dans le même notebook. Donc, vous pouvez vraiment jouer avec les paramètres. Vous pourrez regarder, par exemple, si j'augmente ou je change le maximum et le minimum de génération possible à chaque nœud génération ou si je viens changer la demande dans le réseau, comment est-ce que l'opération optimale va changer selon les paramètres que je change. Ça peut être quelque chose qui est très facile à faire juste pour euh, s'introduire à l'outil Python, à l'outil CVXPy et et à voir comment intuitivement le réseau va changer selon les paramètres dans le réseau. OK, s'il n'y a pas d'autres questions, Julien, ce que nous aimerons, c'est que la liste des outils que vous avez proposés, de nous envoyer ça dans un petit texte, comme ça on va pouvoir les partager avec les participants. Au fait, semble-t-il Ah, qu'on a une dernière ouais, question. Roby, s'il te plaît. Je savais utiliser Gurobi et Ciplex pour résoudre des problèmes à grande échelle Ah, avec Pimo. Vous avez ouais, une autre suggestion pour un open solver? c'est une très bonne question. Euh, Donc, Gurobi et Ciplex, ce sont des solveurs qui sont spécialisés pour les problèmes en nombre entier. Euh, Ce sont des problèmes où on a des variables d'optimisation qui doivent avoir des valeurs discrètes, donc soit des nombres entiers ou soit des valeurs binaires. Ça, ce sont des problèmes qui sont beaucoup plus difficiles à résoudre. Et donc, Gurobi et Ciplex sont spécialisés pour ce type de problème-là spécifique. Et généralement, quand on travaille avec des problèmes de réseau électrique, les nombres entiers arrivent naturellement. Par exemple, euh, si on pense à des lignes, à la reconfiguration de réseau, à la reconfiguration de réseau électrique, euh, une variable qui pourrait être binaire euh, serait la présence d'une ligne ou pas. Est-ce que je veux que ma ligne soit active ou est-ce que je veux que ma ligne soit euh, déconnectée au réseau? Est-ce que je veux que le courant passe ou que le courant ne passe pas dans la ligne? Donc ça, c'est une variable qui est naturellement binaire. Et pour ce genre de problème-là, Gurobi et Ciplex sont vraiment à prioriser. Par exemple, euh, moi, un autre solveur commercial que j'utilise s'appelle Mosec. Euh, je trouve que Mosec est très bon, encore une fois, pour les problèmes en nombre entier, mais aussi les problèmes qui sont convexes euh, euh, et qui ont des formes coniques. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je trouve que c'est un solveur qui est vraiment très flexible et qui permet de traiter de beaucoup de types de problèmes différents, notamment les problèmes en nombre entier. Donc, pour un autre solveur commercial que je prioriserais, moi, ce serait Mosec. Pour les problèmes qui ne sont pas en nombre entier, comme comme les problèmes qu'on a fait aujourd'hui, moi, je vous proposerais d'utiliser soit Clarabelle, qui est le solveur que j'ai utilisé aujourd'hui dans ce notebook-là. Clarabelle, c'est un solveur qui est développé par des gens à Oxford, une équipe de recherche à Oxford, et c'est open source. Et c'est vraiment un outil qui performe très, très bien. Notamment dans mes travaux de recherche à moi, c'est le solveur que je priorise quand le problème n'est pas en nombre entier. Si le problème est en nombre entier et que
vous voulez un solveur open source, il y a, il me semble, SCS, mais je pourrais vous écrire ce que je viens de dire oralement parce que juste de dire des noms comme ça, c'est un peu difficile à suivre. Mais en fait, ce que je peux vous dire, c'est que dans la documentation de CVExpert, vous avez un endroit qui dit ce que chaque solveur permet de résoudre comme problème. Et là-dedans, vous pouvez savoir lesquels sont libres de droit et lesquels ne sont pas libres de droit. Et selon le problème que vous devez résoudre, choisir le solveur libre de droit qui serait le meilleur pour le problème que vous cherchez à résoudre, comme un problème en nombre entier. Ok, Julien, je te suggère de mettre les solvers ou bien les choses, les outils dans le chat pour que tout le monde puisse avoir accès, s'il te plaît. Ouais, bien sûr. Merci. Est-ce que du côté de l'Université Kiskia, il y a d'autres questions? Non, apparemment. Ok, bon, si c'est le cas, Julien, on va vous remercier. Merci beaucoup d'avoir participé avec nous et nous remercions aussi tous les gens qui ont été en ligne. Et rendez-vous demain pour la présentation de Jean Taylor sur l'optimisation d'un mini-réseau avec un cas concret, le cas de les Anglais. Allez, au revoir tout le monde et je vous rappelle qu'il faut remplir le sondage après les événements. Bye bye. Merci beaucoup. Merci, Julien. Merci à tous et à toutes. Je vais vous écrire tout ce que j'ai dit oralement. Je vais vous l'écrire et vous l'envoyer directement. C'est bon? Ok, c'est bon. Merci, Julien. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à tout le monde.